sommes de retour sur ce plateau pour la deuxième partie de Politicien, votre rendez-vous politique hebdomadaire. Merci à vous d'être restés fidèles et merci à ceux qui viennent de nous rejoindre et m'ont également rejoint pour cette deuxième partie consacrée à la Constitution ivoirienne. Monsieur Fabrice Lago, vous êtes expert en communication. Merci d'avoir accepté notre invitation. Moi qui vous remercie. Major Doumbia, vous êtes vous également expert en communication politique. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Président du Congrès panafricain pour le renouveau. D'accord, président du Congrès panafricain pour le renouveau. Merci à vous et le ministre Bakongo est resté avec nous. Nous sommes honorés pour cette deuxième partie. Merci. Un nouveau vent de démocratie a de nouveau soufflé sur la Côte d'Ivoire. C'est ainsi que s'est réjoui le président ivoirien Alassane Ouattara ce mardi 8 novembre à l'occasion de la cérémonie de promulgation de la nouvelle constitution. Alors quels sont les changements institutionnels auxquels s'attendre à l'avenir en Côte d'Ivoire? Avant d'en parler avec mes invités, mesdames et messieurs, je vous propose de suivre ce sujet de la rédaction. Il est signé Idelette Mirabel Bissou. La nouvelle constitution ivoirienne approuvée par référendum le 30 octobre 2016 a été promulguée le 8 novembre. 93,42% des Ivoiriens ont voté oui à la nouvelle constitution. La participation au scrutin boycottée par une partie de l'opposition qui parle de fraude massive et de résultats truqués a officiellement été de 42,42%. Sur les 6 313 758 inscrits, seulement 2 678 601 ont fait le déplacement aux urnes. Cette nouvelle constitution promulguée par le président Alassane Ouattara devant le gouvernement et des représentants de l'État donne naissance à la Troisième République en Côte d'Ivoire. Les promesses de la Troisième République sont des promesses de paix, de stabilité, d'égalité et de modernité. Cette nouvelle constitution nous permettra également de renforcer la cohésion sociale et les institutions de notre pays. Il faut que Ouattara se rende compte qu'une fois de plus, il a échoué dans sa volonté de pouvoir embrigader le peuple ivoirien. Il faut qu'il se rende compte que le peuple s'est exprimé. Parce que si on se rend compte que cette constitution a été votée à moins de 50%, on doit se poser des questions. L'opposition aussi est prête pour pouvoir amener, en tout cas tout le peuple ivoirien, à pouvoir prendre position face à cette nouvelle constitution. Les partis d'opposition réunis au sein du Front de refus ont appelé au boycott du scrutin. Selon Pascal Afinguessan, président du Front populaire ivoirien FPI et de la coalition de l'Alliance des forces démocratiques AFD, l'absence de concertation au moment de la conception du texte constitutionnel est une entrave à la démocratie. Les défis de cette nouvelle constitution sont principalement d'ordre politique et institutionnel. Au niveau des institutions chargées de la justice, il y a des changements. Il y a des nouvelles juridictions, ou du moins des nouvelles institutions qui seront mises en place. Maintenant, au niveau politique, au niveau des élections à l'avenir, l'élection se fera avec un ticket, un duo, comme ce que l'on vient de voir aux États-Unis. Outre la création d'un Sénat et d'un poste de vice-président, la nouvelle constitution supprime le concept d'ivoirité. La précédente constitution adoptée en août 2000 établissait comme critère d'éligibilité à la présidence du pays le fait d'être né de mère et de père ivoirien. Cette disposition a miné la stabilité du pays pendant plus de 10 ans. La nouvelle constitution prévoit également l'abolition de la limite d'âge à 75 ans pour se présenter à l'élection présidentielle et l'abaissement de l'âge plancher à 35 ans. Monsieur Lago, les changements institutionnels à venir sont énumérés dans ce sujet. Quel est votre avis sur la question? Déjà, permettez que je vous remercie de donner l'occasion aux Ivoiriens africains d'assister à un débat sur la Constitution, parce qu'on aurait aimé que la télévision nationale en Côte d'Ivoire ouvre le débat sur la Constitution. Mais il n'y a eu aucun débat entre l'opposition et le parti au pouvoir. Il y a un groupe qui a battu campagne avec les moyens de l'État et qui a fait passer la Constitution au forceps. Donc que M. Bakongo soit là, c'est un plaisir. On aurait aimé que les Ivoiriens puissent être mieux informés. En ce qui concerne les changements constitutionnels dont vous parlez, notamment la création du poste de vice-président et la création du Sénat, j'estime que ce sont des institutions budgétivores qui n'apportent pas un plus à la démocratie. Parce que ce que les Ivoiriens attendent aujourd'hui, c'est plus de démocratie, c'est plus de liberté pour ne pas connaître la crise que nous avons connue. Et si nous étions d'accord pour changer la Constitution, il aurait fallu que les institutions que l'on mette en place, que leur pertinence soit avérée dans leur contribution. Vous n'en voyez pas de pertinence? Je ne vois pas, à moins qu'on me l'explique, en quoi est-ce que la création du Sénat, en l'état actuel des choses,
la création d'un poste de vice-président contribue à améliorer le quotidien des Ivoiriens et à leur donner plus de démocratie et de liberté. Monsieur le ministre. Oui. Alors d'abord, je voudrais encore une fois de plus vous dire merci. Je voudrais, avec votre permission, rebondir sur le taux de participation qui a été stigmatisé par un certain Abel Naki, mais aussi par un autre Naki, mais cette fois-ci avec Anna Naki, donc président, ex-président du MFA. Ils disent les deux que le taux de participation aurait été très faible. Alors sans doute, ils oublient que environ 42%. Environ 42%, disons un peu plus de 42%, 42,42%. Bon, savent-ils seulement qu'au Sénégal, il a été de moins que... il a été d'environ 36%. Savent-ils tout simplement que le président... Mais ça n'empêche pas qu'il savent-ils tout simplement que le président Laurent Gbagbo lui-même est reconnu lors de sa prestation de serment qu'il a été voté avec un taux de participation de 36%. Savent-ils tout cela? Savent-ils tous que partout ailleurs, un taux de participation à une élection comme le référendum qui avoisine les 30% est déjà dans les normes? Bon, on les laisse donc à leur rêve. On les laisse à leur rêve. Aujourd'hui, quelle est la pertinence des aménagements? Ils doivent se souvenir d'une chose. Ils doivent se souvenir d'une chose, c'est que le taux de participation de 56% qu'ils aiment tant réveiller a été obtenu cette fois-ci au vrai sens du terme, au forceps. C'est-à-dire après 3 jours de vote. 2 jours pour les civils et 1 jour pour les militaires. 3 jours de vote, 56%. 1 jour de vote, 42%, taux de participation. Je voudrais le relever déjà. Ensuite, quand le compatriote Steve Lago, ou bien Lago Patrice, dit Fabrice, que... oui. Fabrice. Oui. Il n'y a aucune malice derrière ça. Non. Voilà. Quand il dit que les institutions qui ont été créées sont des institutions budgétivores, bon, il doit savoir qu'Alassane Ouattara n'est pas un historien, ce n'est pas un philosophe, ce n'est pas un physicien. C'est pour les mêmes motifs que le Sénégal a supprimé le Sénat. Alassane Ouattara est un économiste, un banquier central qui sait que lorsque on crée une dépense, il faut avoir en face la ressource pour couvrir. Justement, les nous avons, s'il vous plaît. Nous avons, à notre petit niveau, fait tout simplement une simulation. Sur le budget de 2015, donc le budget passé, 2015, nous avons fait une simple simulation. Nous avons pris ce budget, nous avons pris quelques ministères. Plus de 3 000 milliards. Nous avons pris quelques ministères, pas beaucoup, quelques ministères, éducation nationale, défense, sécurité, et puis santé. Nous avons pris juste quelques ministères. Nous avons regardé leur budget, et nous savons tous comment on construit un budget. Nous avons regardé leur budget, nous avons pu trouver, nous avons pu dégager sur ces budgets-là ce qui pourrait constituer le budget du Sénat, ce qui pourrait constituer le budget d'un poste de vice-président. Donc, les historiens, et les communicateurs sont mal placés pour donner des leçons d'économie à des économistes. Donc l'argument du budget ne paraît pas pertinent aux yeux. Alors maintenant, la pertinence des postes. S'il vous plaît. La pertinence des postes. Vraiment, je voudrais quand même que nos frères ici se départissent de leur appartenance politique. C'est vrai, c'est de bonne guerre. Quand on est dans l'opposition, le rôle c'est de s'opposer, mais on peut s'opposer de façon intelligente. On peut se poser de façon intelligente, à savoir ne rien dire quand on pour ne pas être obligé de dire quelque chose ou bien qui va dans tous les sens. Alors le poste de vice-président, nous sommes tous contemporains de la situation qu'a vécu notre pays en 93, une situation difficile. Nous savons tous que la constitution actuelle, avec son article qui prévoit l'intérim, en réalité, ce ne prévoit pas un véritable intérim. Le président de l'Assemblée nationale n'est pas l'héritier constitutionnel. Ce n'est pas ça un intérim. Ce n'est pas ça un intérim. Oui. C'est-à-dire, entre 45 jours et 90 jours, organiser des élections auxquelles il ne peut pas participer, alors ça, c'est pas ça qu'on appelle un intérim. Un intérim, c'est vraiment faire en sorte de donner de la stabilité, de la paix, après qu'un président soit parti. Monsieur le ministre, ça veut dire que les autres pays de la sous-région qui ont consacré l'intérim par le président de l'Assemblée nationale, ils n'ont pas compris ce que c'est qu'un intérim. Certainement. Oui. Si ces pays donnent un délai plus long
Non, c'est même c'est 45 jours et 3 mois pour organiser les élections. Je vous dis, en Afrique, plus que ce soit la constitution du Bénin, du Togo, en Afrique, très cher frère Toubé, nous savons tous que lorsque même les élections sont organisées aux échéances constitutionnelles, il y a toujours des débats, à plus forte raison lorsque les élections se tiennent dans un délai de 3 mois. Il est évident que dans la situation actuelle, en tout cas de notre pays, de mon pays, on ne peut pas organiser des élections présidentielles en 45 jours, au moins 90 jours, plus 3 mois, sans que l'opposition ne crie à la fraude. Donc ce qui est prévu, c'est tout simplement que la date, disons les 2 bornes du mandat présidentiel soient connues, les 2 bornes. On sait à quel moment ça commence, on sait à quel moment ça finit. Entre les deux, si le président de la République se trouve dans un cas de vacances, le vice-président continue le mandat jusqu'à la fin, de sorte que l'opposition ne soit pas prise à découvert. C'est un argument que vous comprenez. Moi, je salue l'honnêteté du ministre Bakongo qui dit, en fait, nous allons prendre de l'argent au ministère de l'Éducation nationale pour financer le Sénat. Nous allons prendre de l'argent au ministère de l'Éducation nationale pour financer la vice-présidence. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, nous avons regardé différents ministères, dont le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Sécurité, et c'est ce qu'il a dit. Et donc je salue son honnêteté, parce qu'il est en train de dire... Vous pouvez rectifier. S'il a dit, monsieur le ministre, c'est bien ce que vous avez dit. Vous avez annoncé que le gouvernement va tailler dans les budgets des différents ministères pour financer le Sénat. Je dis, il apprend bien sa leçon de communication politique, mais je crois qu'il apprend vraiment de travers. Qu'est-ce que vous avez dit alors, monsieur le ministre? Je leur ai dit 2 choses. La première chose, que les historiens, les communicateurs, les philosophes ne peuvent pas enseigner à ceux dont le travail a toujours été de gérer comment on constitue un budget. La deuxième chose, je leur ai dit que nous avons fait une simulation. Nous avons fait une simulation, nous, à notre niveau. Je n'ai pas dit que le gouvernement a fait une simulation, que nous avons fait une simulation pour arriver à la conclusion que les budgets du Sénat et de la vice-présidence ne seront pas ce qu'ils imaginent, à savoir que nous allons avoir recours à des augmentations d'impôts ici ou là, ou au renchérissement. Aucune incidence financière sur le budget. Mais avant, permettez que... Monsieur Doubia, votre avis sur la question. Vous savez, avant de donner mon avis sur la question, il s'agit de changements institutionnels à venir. Et ces changements institutionnels à venir, on ne peut pas les regarder sans regarder l'histoire de la Côte d'Ivoire sur ce qu'était l'ancienne constitution, sur ce qu'était l'état de la Côte d'Ivoire, ça veut dire l'état de la nation. Nous étions dans une nation en déliquescence. Voyez-vous, je ne suis pas le défenseur d'un individu, je suis le défenseur de la Côte d'Ivoire, de l'unité de mon pays. Et donc, dans la construction de cette unité de mon pays, j'ai été, moi, dans le cadre étudiant où j'étais déjà membre de la commission consultative électorale. Et nous savons comment cette constitution-là a été mise en place, au point que la Fédération estudiantine scolaire de Côte d'Ivoire s'est retirée après une assemblée générale, un vote à l'assemblée générale de cette constituante. Donc les dés étaient pipés parce qu'il y a un certain nombre d'organisations venant avec des structures satellites donnant l'impression d'une constituante, mais en réalité c'était un espace de déversement de la haine. Alors cela dit, la nouvelle constitution, pour en parler, ceux qui en parlent, est-ce qu'ils ont la légitimité? Pour certains qui parlent de démocratie, ceux qui parlent de tout Ivoirien a la légitimité. Alors que moi, je vous parle, pendant qu'on votait la Constitution, j'avais été arrêté et mis en prison. Et ceux qui m'ont mis en prison, c'est ceux qui aujourd'hui, pour certains qui sont au FPI, sont en train de dire on torturait. Mais j'ai été torturé, j'ai encore les stigmates de ça sur mon corps. Et ça, c'est aussi des gens d'un parti qui aujourd'hui sont en train de se présenter comme étant les bons élèves de la démocratie. C'est des rectificatifs qu'il faut apporter. Et donc, ça veut dire que tout le monde a été victime de la crise. Tout le monde a été victime. Il n'y a pas voilà. Mais le mieux, c'est de dire que nous sommes mis d'accord pour dire qu'il faut retrancher de notre constitution des dispositions de pureté raciale, de pureté ethnique. Ce qui est malsain pour une constitution du 21e siècle. Imaginez-vous un peu que les Américains autochtones, amérindiens, disent pour être candidat aux élections présidentielles, il faut être
indien, des sangs rouges, tout ça nous avons entendu pendant que nous étions en train d'écrire la Constitution. Il n'y aurait pas aujourd'hui d'Obama, de Jefferson ou de Washington. Tout ça était dans l'ancienne Constitution votée par le peuple ivoirien. Oui. Et donc, les différents protagonistes politiques se sont réunis à Marcoussis et ils ont tous signé, à commencer par Afin Guessan et les autres, pour dire en évent, retirons de notre constitution ces dispositions confligées. Donc, sur cette question, c'est un accord de tous les partis politiques. Et deuxièmement, sur la question du Sénat, pour terminer, sur la question du Sénat, c'est la volonté de Laurent Gbagbo qui est mise en application parce que le Sénat était sa volonté, en accord avec celle de Ouattara. Sur la question des terres. Le président ivoirien assez sympathique qui fait la volonté de Laurent Gbagbo. C'était un accord. Ce que je veux dire, c'est qu'ils étaient d'accord. Oui, monsieur Lago. Moi, j'aimerais qu'on soit fatigué, qu'on parle de ce qui intéresse les Ivoiriens. Oui, moi, j'aimerais dire aux fonctionnaires ivoiriens qui sont présentement en grève, parce qu'en Côte d'Ivoire, les écoles sont fermées actuellement au monde dans ce débat-là. J'aimerais leur dire que ici, l'un des concepteurs de cette constitution-là nous indiquait clairement comment il comptait financer notamment les institutions qui avaient été créées. Vous savez, je veux dire que en quoi est-ce qu'on parle souvent de Marcoussis pour résumer la volonté de ces institutions? On parle même de Laurent Gbagbo. Moi j'aimerais dire, s'il vous plaît, j'aimerais dire, en quoi est-ce que le fait que des partis politiques sont des entités privées qui se retrouvent dans un endroit où la France jouerait le rôle de notaire, en quoi est-ce que c'est qui engage les Ivoiriens? En quoi est-ce que la volonté, quand c'était la volonté de Laurent Gbagbo d'avoir un Sénat, en quoi est-ce que la volonté de Laurent Gbagbo engage les Ivoiriens? Aujourd'hui, j'aimerais préciser simplement, au-delà du taux de participation, j'aimerais dire le nombre de personnes qui ont donné un quitus à cette constitution, en dépit du fait que le collège électoral est augmenté, est inférieur au nombre de personnes qui ont voté pour la constitution de 2000, au-delà même des pourcentages de participation. Vous avez le dernier mot, monsieur le ministre, le dernier mot. Et par rapport au dernier mot, il y a un point que nous aurions aimé que vous abordiez en tant que conseiller spécial du président et de la République en charge des questions juridiques, c'est notamment lié à l'article 55. Alors, on peut être grabataire et un fou mental désormais être candidat en Côte d'Ivoire. Pourquoi avoir supprimé le critère de bonne santé et d'âge? Je voudrais vous dire une chose. Oui, dans votre dernier mot, abordez ce point. D'accord. Non, je vais l'aborder. Non, je voudrais dire tout simplement que je comprends que le maître a fait vraiment des enfants. Le maître a fait des élèves. C'est-à-dire, le maître c'est celui qui ne tient pas parole. Pour qui la parole donnée n'a aucun sens, pour qui l'engagement pris n'a absolument aucun sens. En voici un de ces enfants qui considère que la parole donnée à Marcoussis, qui considère que les engagements pris par son parti à Marcoussis n'engageaient pas les Ivoiriens. Bon, alors je suis désolé, mais moi j'étais à Marcoussis. J'ai fait partie, moi qui suis en face de vous, de la délégation du RDR. J'ai pris la parole. Le FPI, il a fallu bien, monsieur, que des gens, des Ivoiriens, des représentants des Ivoiriens se retrouvent à Marcoussis pour aller parler des problèmes des Ivoiriens. Ce n'est pas les Ivoiriens tous qui se seraient mis dans un avion, je ne sais pas combien, pour aller à Marcoussis. Donc cela, non. Malheureusement, le temps qu'ils est parti, c'est d'aller vers une république où les points qui sont des imperfections soient corrigés, mais il ne faut pas rejeter le bébé et l'eau du bain. Très bien. Nous sommes pour merci monsieur d'avoir accepté de participer à cette deuxième partie. Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques